Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Il s'en passe des choses dans cette République. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue sur Sud Radio. Ça, c'est un début. Écoutez, si vous n'aviez pas d'informations sur l'outil législatif, je pense que depuis des semaines, on apprend tous les jours des choses. Exactement. Ça y est, vous êtes constitutionnaliste, Cécile. Posez-moi des questions, allez-y. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Pour nous appeler, c'est simple. 0826 300 300. Juste un petit mot. On va pouvoir vous offrir en plus pendant cette émission un très joli cadeau. Si vous aimez et ça le foot. va faire plaisir à l'une de nos vraies voix. Vous aimez le foot et vous aimez la Corse. Ça s'appelle la Ligue 1. Vous connaissez le stade François Coty? C'est celui qui prend la CA comme ça dans son antre et qui l'accueille pour ses matchs. Dimanche 13h, AC Ajaccio contre l'AS Monaco. Et tenez-vous bien, nous avons des invitations pour vous. Oui. Il faut appeler. Ça peut gagner, ça peut gagner. On va déclencher, on va pas dire tout de suite. On déclenche pas tout de suite. Voilà. Ça va être un peu difficile. Mal parti. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver. Allez, le sommaire de cette émission. Au sommaire, pour être efficace, le mouvement social doit-il se radicaliser en cas de passage en force dans le cadre du passage en force de la réforme des retraites? Les représentants syndicaux avaient annoncé une phase de blocage plus concrète. Dès hier soir, les réactions ont été assez immédiates, Frédéric. Dégradation de mobilier urbain et des commerces, poubelles brûlées dans les villes envahies par les déchets, des routes bloquées, notamment le périphérique parisien, des menaces de coupure de courant, de grève pour les premières épreuves du baccalauréat. Les syndicats mettent une intense rébellion contre le gouvernement. Des manifestations spontanées s'organisent via les réseaux sociaux. Le mouvement social se radicalise. Est-ce la bonne solution pour faire plier Emmanuel Macron? Vous répondez. Vous répondez, oui, à 84%. 0826 300 300. En tout cas, c'est le moment de vous faire entendre. Et on va revenir sur cette motion de censure sur ces retraites. Pour vous, la position des LR est-elle confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente? C'est le coup de projecteur à 18h. Même si certains élus LR veulent faire entendre une autre musique, la ligne officielle des Républicains est de rester en dehors des motions de censure. Ni vote, ni dépôt, Frédéric. Les LR ont-ils encore des amis? Ils sont raillés par les partis d'opposition qui leur demandent de voter la motion de censure officiellement en vain. Ils sont raillés par la majorité qui se sent trahie par leur renoncement au vote pour la loi sur les retraites. Ils se raillent entre eux. Il y a les pour et les contre la motion de censure au sein du parti. Que veulent les LR? Comprenez-vous leur stratégie? En ont-ils seulement une? Est-ce qu'ils ont une position? Quelle est cette position? Est-ce qu'elle est confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente? Pour l'instant, incompréhensible à 55% et confuse à 22%. Bienvenue les amis, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix sont là. Philippe Bilger en tête de pont, tête de liste, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe? Essayez de parler, Philippe. Je vois que vous avez du cœur. Oui, j'ai du cœur. Je vous ai mis un cœur. Il y a marqué je vous aime en dessous. Alors ça marche pour ceux qui ont la chaîne YouTube et qui regardent Sud Radio. Donc ils ont vu que Cécile avait un cœur sur le t-shirt et ils ont vu aussi que Philippe était en train de grignoter. C'est pour ça que j'avais le sourire. Je prends des forces. Voilà, il est souvent en train de grignoter. Il est gourmand d'informations, de culture et de victuailles. René Chiche est avec nous pendant qu'il parle. Grand patron, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Je rajoute un grand à chaque fois que vous venez. Bientôt, ça prendra une émission. Je suis très fatigué parce que je me suis couché très tard hier parce que j'étais à un mariage. Un petit message personnel. Ouais, d'accord, un petit mariage, allez-y. Félicitations à Kelly et Jason qui sont mariés hier et qui ont convolé en juste noces. Voilà, c'est tout. Vous dites Jason? Un petit message. On dit Jason. La vie quotidienne. Voilà, un petit message personnel. Et vous leur avez offert un cadeau de mariage? Vous leur avez. Mais je vous en pose des questions? Bah moi oui. Tu ne regardes pas ça? Ça sent le mec qui n'a pas donné de cadeau. Mais pas du tout. On leur a. Donnez-leur une. Prenez un petit chocolat. Voilà, vous leur envoyez. Voilà, vous avez peut-être oublié. Bien sûr, j'ai donné un cadeau. Bien sûr. Très généreux, très généreux. Excusez-moi, le mariage n'était pas place de la Concorde hier parce qu'il y avait du monde, sinon. Il est pas loin. Il est pas loin. On va pas faire l'émission sur le mariage de Kelly et Jason. Félicitations. Vous avez commencé, franchement. Vous avez changé. Non, mais dans leur climat un peu stressant, c'est sympa d'avoir un petit message personnel, festif. C'est bien. Est-ce que François Pupponi, ancien député et maire de Sarcelles, a un petit message personnel à passer? Tout va bien, très content d'être là. Donc, ça va François, on est ravis. Petit mariage dans le Val d'Oise? Non, rien du tout. Non, rien. Si, en Val d'Oise, il y en a beaucoup. C'est ça. J'étais aussi à un mariage cette semaine. Décidément. C'est fou là. On a des infos
infos, là, des trucs de dingue. Voilà. Si vous aviez pas quoi faire aujourd'hui, C'est le salon du mariage ici oui, aujourd'hui. c'est ça. Voilà. Bah, d'ailleurs, Cécile et moi, nous vous annonçons. Et notre vraie voix aujourd'hui auditeur, c'est Antoine qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Antoine. Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes les vraies voix. Bonsoir Antoine. Pas de mariage ce week-end, on est d'accord? Non. Non. Oh là, bon, on est obligé de raccrocher parce que c'est que des mariages ici, c'est le vendredi. Vous faites quoi dans la vie, Antoine? Je suis consultant dans le domaine de l'énergie. Ah, Ça tombe bien. Vous devez avoir un peu de boulot en ce moment, je sais pas pourquoi. Pas mal, oui, Ouais. on ne s'ennuie pas, Ouais. c'est sûr, par les temps qui courent. Alors vous savez que vous allez devoir jouer contre Philippe Bilger ou contre François Pupponi ou contre René Chiche tout à l'heure pour le quiz de l'actu. Mais vous allez pouvoir aussi forcément commenter l'actualité avec nous jusqu'à la fin de l'émission et écouter la chanson du jour. On parlait de mariage. Nat King Cole, né un 17 mars. Voilà, on voulait 1919. Je pensais pas qu'il était si âgé, mais en tout cas, voilà. Et pourtant, ça file comme si ça avait été écrit hier. C'est beau, ça. Quelle belle voix. Hein. Ah, mais moi, je pourrais épouser chacun de vous ce soir-là. Moi, je préfère Dean Martin. Vous êtes pas... ouais, ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais bon. Bon, après, chacun, les goûts sont dans la nature. Merci. Au moins, je ne serais pas contredit sur ce plan-là. Non, mais de toute façon, ils n'ont rien à dire ce soir. Allez, bienvenue. On vous souhaite, bien entendu, une bonne émission avec nous. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Très cher Philippe Bilger, alors c'est clair, c'est concis, c'est efficace. Vous voulez requérir contre ceux qui nient le réel. Vous avez du boulot. Oui, alors... Parfois, je m'amuse en caricaturant la politique que j'adore, en disant la politique a deux avantages. D'abord, elle ne tient jamais ses promesses. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'elle peut complètement nier le réel. Et après avoir dit cela, je mets en cause comme procureur très rapidement le fait que Olivier Dussopt a dit, je crois à BFM TV, que l'usage du 49.3 n'était pas un échec. On peut tout dire du 49.3 d'hier, qu'il est légal, qu'il est constitutionnel, qu'il était le dernier recours, que c'était la dernière planche de salut, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas soutenir, sauf à être complètement absurde, déconnecté de la réalité par un esprit partisan délétère, on ne peut pas dire que ça n'était pas un échec. J'en ai terminé, vous me direz qu'Olivier Dussopt avait déjà commencé à dire au fil des semaines quelques erreurs chiffrées, quelques absurdités. Mais celle-là, elle est grave parce qu'elle montre une déconnexion radicale avec un réel que tout le monde peut admettre, quelle que soit son opinion sur les retraites. Absurdité ou mauvaise foi, c'est la question. Ou mauvaise foi. Ouais, ça donne ligne du côté de Pupponi. Non, je voulais peut-être faire, puisque le procureur a pris la parole, faire l'avocat. Moi, Olivier Dussopt est un ami. Bon. Effectivement, il a tort sur le fond. Oui, le 49.3 est un constat d'échec. Il n'y a pas eu de majorité. Comme il n'y a pas de majorité, on essaie de voir s'il y a une majorité pour faire tomber le gouvernement, puisqu'il y a un peu plus de voix à trouver pour la majorité pour faire tomber le gouvernement. C'est un échec de la stratégie du gouvernement, puisqu'il pensait avoir une majorité. Bon. Après, juste pour défendre un peu Olivier Dussopt, voilà, Où est la victoire alors? Où est la victoire? Non, mais vous savez, quand vous êtes ministre depuis des années, impliqué dans ce dossier de les retraites, qui est un dossier terrible. Enfin, c'est un accident industriel ce qui est arrivé. Voilà, il y a un moment vous perdez un peu de lucidité et les conseillers, en particulier de l'Élysée ou Matignon, vous font des éléments de langage. Et quand le ministre est plus forcément en capacité lui d'avoir la tête hors de l'eau, il rame quoi. Voilà. Et comme beaucoup de ministres sur ce sujet-là, ils ont ramé et on arrive au résultat auquel on est en train de parvenir. On attend la fin lundi et on attend surtout aussi la fin lorsqu'il y aura saisine du Conseil constitutionnel.
parce que tout ça peut mal finir si le Conseil censure une grande partie des mesures qui sont dans la loi, qui ne sera pas votée, mais qui sera éventuellement saisie. Oui, mais pourquoi défendre si c'est indéfendable? C'est ça le problème, à force. Je pense que c'est pour ça que les gens en ont marre. Oui, mais on est d'accord. Mais quand à un moment, quelqu'un n'a plus forcément ni la lucidité, et il est en service commandé, bon, c'est où je me tais, où je m'en vais, où j'essaye, quoi. Et j'essaye d'expliquer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que moi, je pense qu'à un moment, quand on est dans une situation depuis trop longtemps, on n'arrive plus à avoir la lucidité pour faire les choses avec raison. Voilà. Bravo François, les causes désespérées sont les plus belles. François Pupponi, je vais y arriver. Je profite du fait que vous connaissiez très très bien Olivier Dussopt. Moi j'ai eu l'occasion de l'interviewer. C'est un personnage politique atypique. Oui. Il dégage une espèce de faiblesse. Alors faiblesse oui ou non, mais d'apparence. Est-ce qu'au fond de lui, il est très fort? Et ça ira dans le sens de ce que vous disiez. Est-ce qu'il n'est pas fragile? Est-ce que ça n'a pas été trop relevé, le challenge qu'on lui a proposé? Le problème d'Olivier, c'est, on était députés ensemble, donc on a siégé sur les mêmes bancs. C'est quelqu'un qui effectivement n'est pas peut donner le sentiment d'une certaine fragilité, qui a un petit entre guillemets défaut quand on est un responsable politique, c'est qu'il n'a pas de voix. Et donc parfois c'est pénalisant pour lui. Et puis il a cumulé les ministères, d'abord des petits ministères, puis ensuite au budget où il a été très bon, mais qui était un ministère très technique. Et puis effectivement, il est effacé, il n'était pas sur le devant de la scène. Oui, mais vous savez, là il est être ministre du budget, des comptes publics, c'est 3 mois de septembre, de 4 mois même, de septembre à décembre à l'Assemblée, matin, midi et soir, à défendre des sujets très techniques. Donc il faut y être, là. Physiquement, c'est pas n'importe qui. Physiquement, moralement, intellectuellement et politiquement, c'est pas n'importe qui. Bon, là, il est passé à responsabilité dans une situation où c'était sincèrement extrêmement cool. C'est pas sa réforme. Il doit porter un truc qu'il doit défendre à tout prix, et avec parfois l'erreur sur les 1 200 €, etc. Voilà, donc je suis là vraiment pour le défendre. Mais après, il y a aussi, quand vous êtes depuis des années ministre, il faut pouvoir souffler. Et... Sans compter l'évolution, François, qu'il a connue. En plus, il y a eu le problème de la mise en cause dans le cadre du fait qu'il était maire. En tant qu'élu local. Ce qui touche obligatoirement. Bien entendu que ça touche, parce que vous êtes en pleine action, vous devez être en position de tous vos moyens. Et les adversaires essaient de vous déstabiliser parce que vous avez un problème avec la justice. En tout cas, on y reviendra dans nos débats. Le prochain débat, pour être efficace, le mouvement social doit-il se radicaliser? On va en parler avec notre invité qu'on aime beaucoup. Benjamin Amar est avec nous, porte-parole de la CGT. On l'aime ou on l'aime pas d'ailleurs. On l'aime beaucoup à Sud Radio. Parce que moi, je l'aime bien humainement. Je l'aime bien. Mais je comprends que des fois, il puisse énerver aussi certains, quand même. Il faut appeler un chat un chat. C'est le principe ici. Tout le monde a le droit à la parole. Il y a marqué Parlons vrai, bien entendu. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 infos dans l'actu. Et vous, au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Oh là là, ça débat dans cette. Il devrait même plus y avoir de pause. Il devrait plus y avoir de pause. On devrait ouvrir les micros tout le temps. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Et surtout, René Chiche a des silents vachement éloquents. Oui. J'ai pas trop parlé. Mais ça va être votre tour, René Chiche. En tout cas, vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Donc, vous l'avez entendu. Philippe Bidjar est avec nous, François Pupponi et René Chiche, qui était au mariage. Et là, il en est revenu. De Kelly et Jason. Faut dire Jason. Qu'on embrasse, bien entendu. Et la toison d'or. Vos appels au 0826 300 300. Dans un instant, on va revenir sur ces représentants syndicaux qui avaient annoncé une phase de blocage plus concrète en cas de passage du 49.3. Est-ce que vous pensez qu'il faut, pour que le gouvernement comprenne, un mouvement un peu plus radical? Pour l'instant, vous dites oui, en majorité, à plus de 80%. Et tout de suite, 3 mots dans l'actu, et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu, c'est clair. Motion de censure. Oui, il y en a bien 3. Voilà, ça fait 3 mots. 2 motions de censure, l'une du RN, l'autre transpartisane, présentée par le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale après l'annonce hier du 49.3 sur la réforme des retraites. Annonce qui a embrasé l'hémicycle et la rue. Reste à voir si les oppositions peuvent vraiment espérer renverser le gouvernement comme elles l'affirment. Les vraies voix Sud Radio.
Blocage ici du périphérique parisien, de la gare de Toulon, de Bordeaux, où ici, dans ce qu'on entend, c'est plutôt de l'entrepôt Amazon de Beauve, près d'Amiens. Des blocages un peu partout en France, quoi. Des manifestations sporadiques ont repris aujourd'hui après l'annonce hier de ce 49-3. Pas de vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Au Palais Bourbon, le groupe Lyot va donc déposer une motion de censure transpartisane. Lyot comme Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Le président du groupe, Bertrand Pancher, annonce 91 signataires de 5 groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter. Il s'agit d'être utile à notre pays en votant contre cette réforme des retraites injuste et inefficace. Il s'agit de préserver notre démocratie parlementaire bafouée et la démocratie sociale méprisée. Il s'agit de respecter et d'écouter nos compatriotes dont 80% d'entre eux souhaitent que cette motion soit votée. Enfin, le vote de cette motion permettra de sortir par le haut d'une crise politique profonde. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les députés afin de préserver notre démocratie. Le président du groupe Lyot, Bertrand Pancher, au micro de l'agence France Presse. La NUPS se rallie à cette motion de censure de Lyot. Clémence Guettet, vice-présidente du groupe Insoumis, croit en ses chances de passer. Il y a plusieurs députés des Républicains qui, en sortant de leur réunion de groupe, se sont réjouis du fait que la liberté de vote ait été actée au sein du groupe des Républicains, contrairement d'ailleurs à ce qu'a dit M. Ciotti. Et on dit pour certains d'entre eux très clairement qu'ils allaient la voter, et pour d'autres qu'ils prenaient le temps encore d'y réfléchir. Donc je pense que c'est une possibilité qui est réelle. On sait que celle d'un groupe comme Lyot a plus de chances de passer qu'une autre option. Donc évidemment, nous on y met toutes nos forces, on discute avec eux et je pense que c'est en bonne voie. 2 motions de censure donc, puisque le RN a présenté la sienne. Pour renverser le gouvernement, il faudrait que 287 députés votent un même texte. Alors si on additionne NUPS, Lyot, RN et quelques non-inscrits, on arrive à environ 260. Il faudrait donc que quasiment la moitié du groupe LR désobéisse aux consignes du parti en votant cette motion de censure pour imaginer renverser le gouvernement. C'est très improbable, selon Didier Mauss, constitutionnaliste et ancien conseiller d'État. Il n'y a aucune chance qu'une motion de censure soit adoptée. Il faut être clair là-dessus. J'hésite toujours à faire des pronostics parce qu'on peut être démenti. Mais là, j'en fais un. Bon, il faudrait que les députés LR votent la motion de censure. Or, ils ne la voteront pas. Et ils ne la voteront pas parce que, 1, il y a ceux qui sont favorables à la loi. Il y en a quand même un certain nombre. Et 2, il y a ceux qui n'ont pas envie qu'il y ait une dissolution derrière et de se retrouver devant leurs électeurs. Bon, alors, mettez les deux bout à bout. Il n'y a aucune chance que la motion de censure soit votée. Didier Mauss, ancien conseiller d'État et professeur de droit constitutionnel, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce midi sur Sud Radio. Opposition politique, opposition sur le terrain. Aussi Jean-Jacques Bourdin, chez qui Olivier Matteux de la CGT Bouches-du-Rhône lance cet avertissement. Faites votre plein d'essence si vous ne voulez pas manquer. Selon lui, les blocages pourraient bien ne faire que commencer après ce 49-3. Les raffineries commencent à tomber. En Normandie, c'est en train de s'arrêter. À la Vera, c'est en train de s'arrêter. Il y a 2 raffineries dans le pays qui devaient redémarrer parce qu'elles sont en grève, elles ne redémarreront pas. On ne produit déjà pas assez pour répondre à la demande au moment où je vous parle. Et on va produire encore moins. Et les effets combinés de l'entrée en grève du port pétrolier de Marseille-Fos, du dépôt pétrolier de Fos qui viennent rejoindre notamment le dépôt de la CIM au Havre, va faire qu'on va manquer de carburant très rapidement. Olivier Matteux, le secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Félix Mathieu, une réaction... Oui, il y a plein de gens sûrs de sûrs. C'est fou parce que tout le monde dit tout et son contraire sur cette motion de censure. Alors déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait que Didier Mauss, le constitutionnaliste, parce que avec la situation qu'on vit actuellement au niveau parlementaire et politique, tout est possible. Qui eût cru que Lyot, avec Charles de Courson, Bertrand Pancher, d'anciens élus centristes ou proches de Macron, ait eu l'intention de déposer une motion de censure. Et d'avoir déjà réuni qu'à plus de 90 députés. Exactement. Donc moi, je crois que tout est possible maintenant. Franchement, moi, je suis surpris. Il était dit par certains observateurs qu'il n'y aurait pas de 49-3 non plus. Tout le monde y va de sa vérité, François Pupponi. Il y a eu une espèce la moitié des LR il y a eu une espèce de vent de panique. Bon, le 49-3, il a été décidé en début de semaine. Parce que tous les comptes
amenait à ce qu'il n'y ait que 3 ou 4 voix de majorité. Et le président de la République dit, moi je prends pas le risque. Alors il a fait porter la responsabilité à la première ministre en disant, je vous demande de voter, et la première ministre vient le voir en disant, monsieur le président, j'y arrive pas, donc au secours, aidez-moi. Ok, ça c'est de la stratégie de la communication. Mais concrètement, la décision a été prise à l'Élysée en début de semaine en disant, on peut pas faire autrement. Et quel calcul ils font? C'est de dire, on n'est pas sûr d'avoir une majorité, mais on a un peu plus de chances qu'il n'y ait pas de majorité pour voter une motion de censure. Mais ils sont sûrs de rien. Ah bah oui, il faut qu'il y ait 20 députés républicains. Parce que, si je peux me permettre... Au moins. Non, parce que quand on fait le compte, on est à 170, quand on fait le total de tout le monde, avec les non-inscrits, etc. 270, pardon. Si tous les liottes la votent. Si tous les liottes, sous la NUPES, tous les non-inscrits votent, et tous les rassemblements nationaux, il manque 20 voix. Bon, et s'il manque 20 voix, bah, il suffit qu'il y ait 20 députés, on ne sait pas où, républicains en particulier, qui décident de voter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible, c'est tout à fait possible, et Elisabeth Borne hier a fait une petite erreur stratégique selon moi, quand elle a dit, tout le monde dit qu'il n'y aura pas de vote, mais s'il y aura un vote, si vous ne voulez pas de la réforme, c'est lundi. Censure. Le vote. Ouais. Et c'est vrai que si lundi la motion de censure est votée, le texte n'existe plus. Bon, donc elle dit aux députés, bah, si vous êtes contre cette réforme, bah, vous pouvez voter lundi. Bon. Et vous pensez quoi, Philippe Bilger? Moi, je pense que Emmanuel Macron aussi se moque un peu du monde lorsqu'il sort cette phrase hier. La facilité politique, pour moi, ça aurait été d'aller au vote. Autrement dit, on a envie de lui dire, pourquoi ne l'avez-vous pas fait, et d'ennoblir le 49.3 en disant il y aurait eu trop de risques financiers. Non, en fait, ce qui s'est joué, c'est quoi? Des gens lui ont vendu l'idée, et des poids lourds de la majorité, en disant, prends le risque, va au vote. Bien sûr, Darmanin. Tu gagnes. Bravo. Bien sûr. Tu perds. Tu dis, mais moi, je respecte la démocratie. J'ai demandé aux représentants du peuple de voter, ils ont pas voté, j'en prends acte. Mais ça veut dire qu'ils changeaient de quinquennat, et ils disaient, bah, à partir de maintenant, moi voilà, on me reproche de ne pas écouter le peuple, la preuve, vous vous trompez. Et ça, je pense que le président n'y est pas prêt. Il n'a pas envie de lâcher une parcelle de son pouvoir. Et il veut continuer à être celui qui dirige. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, on va vous offrir un cadeau, puisque vous êtes mignon. Un cadeau de mariage, hein, bien sûr, offert par les auditeurs René de Sud Radio. Les auditeurs de Sud Radio en Corse, notamment. Parce que, si vous y allez ce week-end, magnifique. Voilà, je me sentais exclu des coups. Ensemble, mais non, François Pupponi. Alors, gros match, dimanche, 13h, AC Ajaccio contre l'AS Monaco, qui n'en finit plus de retomber. Alors, vous pouvez gagner un lot de 2 places pour ce match. Vous appelez 0826 300 300. Je répète, 0826 300 300. Appelez le 10e appel. Ce sont ces 2 places. Alors, je rappelle que ce sont des billets électroniques. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en Corse et que vous voulez faire gagner votre cousin qui habite en Corse, c'est jouable. Bien sûr. Allez-y. Il n'y a pas de billets papier à la CA. Non, il n'y a que les billets électroniques. Et vous pouvez partir en week-end chez François Pupponi. En plus, il sera ravi de vous accueillir. Allez, donc Darmanin n'aura pas besoin de s'en occuper. 0826 300 300, c'est parti pour les 2 invitations. Et vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette question. Est-ce qu'il faut durcir le ton des mobilisations pour se faire entendre du gouvernement? Vous dites oui en majorité. À tout de suite. Les vraies voix du vendredi sont extrêmement en forme. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi est avec nous, René Chiche est avec nous et on va revenir bien entendu sur ce qui se passe en ce moment. Il y a pas mal d'actualités, vous vous en avez peut-être rendu compte. En tout cas, ça bouge. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et si le gouvernement déclenchait le 49.3, les représentants syndicaux avaient annoncé une phase de blocage plus concrète. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Frédéric. Le ministère de l'Intérieur a recensé 310 interpellations dans toute la France lors des manifestations spontanées d'hier. Dégradation en tout genre, blocage du périphérique parisien et des voies ferrées, menaces de coupure d'électricité, de grève pour les examens du bac. Les syndicats sont vent debout et le peuple lui emboîte le pas via les réseaux sociaux. La radicalisation du mouvement social est-elle la seule option pour faire plier le gouvernement? Auditeurs de Sud Radio, réagissez. Bien sûr, et pour l'instant, ils nous disent oui à 85%. Et pour en parler, notre invité Benjamin Amar est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Juste avant de revenir à vous, un tour de table. Vous connaissez le principe des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce qu'il va falloir passer par une radicalisation? Alors,
rapidement, ma chère Cécile, avant qu'on développe plus tard l'argumentation, d'abord je considère, pour régler d'emblée le problème, que l'usage du 49.3 est une malfaisance démocratique, même si c'est une opération légale. Deuxième élément, je suis, mais je le dis très aimablement, la question de Sud Radio, je la trouve presque superflue dans la mesure où il ne faut jamais proposer la radicalité. C'est une attaque pour Cécile et moi-même. Nous l'avons décidé ensemble. Ça n'est pas du tout une attaque, c'est pour dire à quel point la radicalité est dans le cœur même du mouvement syndical, même si dans cette intersyndicale, il y a heureusement un homme dont l'impitoyable modération, comme on l'aurait dit de Raymond Barre, rassure les gens comme moi. Je parlais de Laurent Berger. Mais moi, ce qui m'intéresserait, Cécile et Fred, c'est, et là, Benjamin va nous donner son point de vue, je ne vois pas, à partir du moment où le pouvoir va rester, selon l'expression consacrée, droit dans ses bottes, sauf si une motion de censure était votée lundi, ce qui n'est pas forcément inenvisageable probable, que pourrait bien faire, même avec des blocages, même avec toutes les nuisances possibles et imaginables, le mouvement syndical pour gagner ce qu'il a perdu sur le plan parlementaire. Vous l'avez bien chauffé à blanc, là, Benjamin. Non, moi je crois qu'effectivement, le mouvement social n'a pas d'autre solution. On peut imaginer effectivement que la motion de censure ne soit pas votée lundi, même si tout est possible, mais la probabilité c'est qu'elle ne soit pas votée. Donc le texte, à partir de là, est adopté par le Parlement. Et si on veut effectivement que le texte ne soit pas promulgué, voire puisse être retiré après le vote, et ne soit pas promulgué par le président de la République, il faut effectivement que le pays soit bloqué. C'est le seul événement qui pourrait dire au président, devant ça, je fais. Mais ça veut dire que quand on dit pays bloqué, on dit pays bloqué. Il faut envoyer du lourd, ça c'est sûr. C'est envoyer du lourd. Bon, après, est-ce que le mouvement social en est capable? Après, attention, il y a bloqué et il y a cassé. Si le mouvement social bascule dans la casse, comme on a pu voir hier soir, là, je pense qu'à un moment, les Français diront non, on n'en veut plus. Et le président se sentira fort. Donc, faut trouver, entre guillemets, le juste milieu. Terminons ce petit tour de table rapide, François. Les images d'hier soir étaient en défaveur du mouvement. François, René Chiche, et puis après, on voit Benjamin Amar. Parce qu'il y a deux formes de radicalité. Soit il y a une radicalité, effectivement, avec des grèves, avec des blocages, mais qui se font quand même dans un relatif calme. La SNCF vient d'annoncer déjà des blocages. Soit il y a une radicalité plus violente. Et là, on risque d'avoir quand même une situation assez tendue, puisque le pouvoir, à mon avis, risque de durcir ses positions, et on risque d'avoir un pouvoir de plus en plus peut-être autoritaire vis-à-vis des syndicalistes ou des gens qui mènent une radicalité un peu violente. Alors, moi, j'aimerais d'ailleurs poser la question, si je peux me permettre, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Benjamin, est-ce que si vraiment... Benjamin Amar. Benjamin Amar, oui. Si la radicalité, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire grève, etc., ne vous permet pas d'aboutir à vos fins, est-ce que vous seriez prêt d'aller jusqu'à une radicalité un peu plus violente? Parce que ça peut exister. Et d'ailleurs, avec une radicalité que peut-être vous ne maîtriseriez même pas vous-même en tant que syndicaliste. C'est quand même une éventualité qui existe beaucoup dans l'esprit des Français. Allez, Benjamin Amar, réponse. C'est déjà violent, quand même. Ouais. Donc, réponse de l'homme clivant. N'est-ce pas? J'ai pas de problème avec ça. Vous savez, mon grand-père me disait toujours, un homme sans ennemi, c'est un homme sans valeur. C'est beau. Donc, je vais vous répondre, mais je vais vous répondre d'abord pour dire une chose. Moi et mes camarades aujourd'hui, on ne se sent pas du tout en situation de fébrilité. La fébrilité, elle est en face, au gouvernement. Nous, je vais vous dire, on est sur notre sillon et on est serein. On a compris que face à la stratégie d'Emmanuel Macron, il allait falloir, en fonction de son attitude, faire monter le curseur progressivement. On a commencé par des mobilisations massives, populaires, totalement pacifiques, et avec des journées de mobilisation prévues, espacées, sans grève reconduction. C'est ça le départ. Et d'ailleurs, avant ça, il y avait eu des discussions où on avait prévenu le gouvernement que s'il persistait, ça allait pas bien se passer. Ensuite, ces mobilisations espacées, ensuite la reconduction de la grève, et à chaque fois le gouvernement en face, montrait son obstination, son entêtement à verrouiller le débat démocratique, après avoir verrouillé le débat avec les organisations syndicales, jusqu'à finalement empêcher le vote. La prochaine étape,
c'est bien évidemment, je vais vous dire un truc, à propos de la violence, je vais vous donner un exemple très concret. Hier, au moment où il y a le 49.3 qui monte et où on apprend qu'il va y avoir un 49.3, moi je suis sur un piquet de grève d'une entreprise de nettoyage à Pisorno, à Vitry-sur-Seine. C'est une entreprise où il y a une ultra majorité de grévistes. Les déchets, traitement des déchets. Traitement des déchets. Ouais. Il y a une ultra majorité de grévistes. Bien. Il y a un piquet de grève dessus avec de la solidarité autour des grévistes. Ça arrive très souvent. C'est un gros piquet. Bien. On voit débarquer des gendarmes. Bien. Pourtant, on est sur un site de piquet de grève totalement pacifique. Il n'y a aucune violence. On se fait charger, on se fait gazer. Voilà. Alors, ça n'entamera en rien la détermination des grévistes, qui d'ailleurs seront encore plus nombreux suite à cela qu'au départ. Mais elle est où la violence, bon sang? Non mais attendez, excusez-moi, je voudrais juste aller au bout de mon argument. Pour conclure, Benjamin. Hein? Donc, non, mais attendez, l'argument il est censé. Elle est où la violence? Voilà. Donc, je vais vous dire un truc. Elle est de la part de ceux qui ont tout brûlé cette nuit aussi à Paris. Non mais attendez, pardon, excusez-moi, on va pas faire passer des vessies pour des lanternes. Vous avez vu des ballons CGTistes cette nuit en train de brûler? Bon, ok, d'accord. Donc la CGT, elle fait des piquets de grève. La CGT, elle organise des manifestations. Et là, si vous m'avez vu un jour, moi ou mes camarades, en train de m'amuser à incendier des caisses, vous me prévenez. Voilà, ça, on voulait l'entendre. C'est important de le dire. Mais moi, je veux bien, on pose en permanence ces questions-là. Allez demander aux ministres quand est-ce qu'ils auront fini de donner des ordres pour qu'on évacue dans la violence les piquets de grève. Moi, je me suis pris, moi hier, je me suis pris des sprays au poivre en pleine tronche et j'ai craché toute ma bile. C'est insupportable. Bon, les auditeurs de Sud Radio, on vous donne la parole. Donc la violence, juste un mot, Benjamin. La responsabilité de la violence, elle est au gouvernement. Point barre. Et les auditeurs de Sud Radio réagissent au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Venez avec nous débattre. Allez. François Pupponi, Philippe Bilger. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très révélateur. Qu'est-ce qu'il y a sur la stratégie. On vous entend pas, Philippe Bilger, dans le micro. C'est très révélateur ce qu'a dit Benjamin depuis tout à l'heure. Et c'est ce que je voulais illustrer tout à l'heure. Pourquoi il y a eu cette intervention de la police? Pourquoi le ministre de l'Intérieur s'est senti capable de le faire? C'est parce que le mouvement de grève des éboueurs sur Paris est devenu extrêmement impopulaire. Les gens disent on en a marre, il y a des poubelles. Et donc ça veut dire qu'à un moment, un mouvement que l'on peut comprendre et qui devient impopulaire permet au gouvernement de dire ah ouais là c'est plus... Et parce que les gens dans Paris te disent Hidalgo n'en peut plus. Non mais attention, je suis là. Faut aussi tenir compte de ce que pensera l'opinion publique à un moment. Et elle peut, en fonction de ce qui est fait, basculer d'un côté comme de l'autre. Benjamin, moi je suis impatient de vous entendre. On a bien compris l'argument sur la violence, mais quelle est votre stratégie si le pouvoir ne change pas? Alors, d'abord, première chose, réponse à François Pupponi. Moi, je veux bien, tout de suite là, qu'on me montre un sondage, une enquête d'opinion qui montre qu'à un moment ou à un autre, le mouvement a été impopulaire. Ça n'est pas vrai. Le mouvement est ultra... Pardon. On parle aux gens quand même. Pardon, par contre, j'aimerais... Moi, j'interviens pas quand vous parlez, je me tais, même si je trépigne. Donc j'aimerais la même chose. J'aimerais qu'on... Au-delà du micro-trottoir, quelles enquêtes d'opinion? Ce mouvement, il est ultra populaire. Ça enrage les macronistes, ça enrage leur garde-chourme, mais ce mouvement, il est ultra populaire. Des poubelles à Paris? Je suis pas d'accord. Attendez. Je parle des poubelles à Paris. Moi, je vous le dis. François, laissez finir, Benjamin. Moi, je vous le dis. Moi, je peux vous présenter 50 enquêtes d'opinion, y compris d'ailleurs une enquête d'opinion qui dit que là, désormais, il faut tout bloquer suite au 49.3 à 67%. Non, c'est la même chose. C'est pas du tout autre chose, c'est la même chose. Et donc, 67%, ce mouvement est ultra populaire. Maintenant, pour répondre à Philippe Bilger, la stratégie, elle est simple. Là, bien évidemment qu'il faut passer à ce que vous appelez radicalité, mais moi que j'appelle pour le coup le cœur du syndicalisme que porte la CGT, c'est-à-dire un mouvement de grève. Alors des fois il y aura des jours où il y a grève, des jours où il n'y a pas grève, mais qui s'inscrit dans la durée et qui perturbe l'économie fortement. L'extrait où mon camarade Olivier Matteux intervient est très pertinent, parce que je vous le dis, et c'est l'effet de combustible, c'est l'effet de comment dire, le carburant de la lutte, c'est le 49.3. Et là les camarades
camarades sur le terrain, ils nous disent, vous savez quoi? Alors moi, j'étais en train de me poser la question, je vais en grève, je vais pas en grève. Avec ce qui vient de se passer, je vais me mettre en grève, et tant pis si je me retrouve financièrement un peu dans la mouise. Et c'est comme ça que l'économie se met à l'arrêt. Elle se décrète pas le 7 et le 8 mars. Ça s'inscrit dans la durée. Est-ce que ce sont des grèves reconductibles? Mais bien évidemment, c'est de ça dont nous parlons. Parce que pour, par exemple, organiser des pénuries d'essence, ça se fait pas en un jour. Par contre, sur la durée, oui, ça impacte. D'accord, ok. René Chiche. Non mais moi, vous dites que ce mouvement est très populaire. Oui. Mais il y a peut-être aussi des gens en France qui ne trouvent pas ce mouvement populaire. Et moi aussi, comme vous, je parle avec des gens. Oui. Il n'y a pas que vous en tant que syndicaliste CGT. Vous voyez, je veux dire, en plus, excusez-moi, je vais peut-être vous provoquer un peu, mais moi, ce mouvement de protestation n'a réuni que pour moi, c'est mon opinion, 1,5 million de personnes. Sur plusieurs jours, certes, mais ça n'a pas été un mouvement qui a réuni... Laissez-moi terminer, Benjamin. Mais je vous interromps pas, moi. Ce n'est pas un mouvement qui a réuni... Ce n'est pas un mouvement qui a réuni 5-6 millions de personnes. Il y a à peu près 40 millions d'actifs en France, et moi je connais des gens qui ne sont pas spécialement des gens privilégiés, etc., qui sont plutôt favorables à cette réforme. Alors vous défendez, je dirais, votre précaré, votre syndicat, mais moi je trouve que vous êtes quand même dans une optique à vous dire tous les Français ne sont pas favorables à cette réforme, tous les Français sont opposés au gouvernement. Vous voyez, c'est votre optique. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une dernière chose pour la violence. Je voudrais aussi vous dire une dernière chose pour la violence. Moi j'ai vu hier à la télé aussi des syndicalistes. Alors, je sais, franchement, là par contre, je ne sais pas si c'est CGT ou CFDT, mais qui avaient vraiment les blousons CFDT, et qui restait sans bouger, sans aucune réaction, devant un spectacle absolument pitoyable et, pour moi, vraiment honteux, les effigies de Macron, Borne, etc., brûlées. Oui. Et les syndicalistes qui avaient, excusez-moi, et je ne suis pas du tout anti-syndicaliste, Benjamin, je vous le dis. Allez, on y va parce qu'on alors, je peux répondre ou pas? Moi, sérieusement, vous avez vu, je prononce 3 syllabes et je me fais interrompre. Monsieur peut pendant. Donc là, je vais pouvoir répondre tranquillement. Allez-y. Alors moi, vous savez, je propose qu'on arrête de faire, d'aller dire, moi, un tel, mon voisin m'a dit ça. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes d'opinion, monsieur. Monsieur, vous avez dit, j'ai 50. Vous voyez? Voyez, attendez, continuez, Benjamin. Attendez, voyez, messieurs. C'est un dialogue, donc je vais vous interrompre à votre 3e syllabe. On verra si c'est un dialogue. Donc moi, je vais vous dire une chose simple. En revanche, allez-y. Non, mais attendez, c'est une blague. Est-ce que on va chacun évoquer? Moi, mon voisin m'a dit ici, il y a des enquêtes d'opinion. On fait pas le café du commerce ici. Il y a des enquêtes d'opinion. Merci. Les enquêtes d'opinion, et d'ailleurs même le sondage que vous venez d'évoquer sur Sud Radio, 85% des gens qui estiment que le mouvement doit se radicaliser. C'est une plaisanterie. Et toutes les enquêtes. Non, mais c'est une consultation. Et toutes les enquêtes d'opinion sont dans ce sens. Ça, c'est le premier point. Sauf que ça peut changer si ça devient trop violent. Alors, écoutez, je vais vous dire. Mais voyez, c'est intéressant. Alors donc, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. En l'occurrence, je vous le dis, ça fait 2 mois qu'on me dit. Vous allez voir, ça va changer. J'ai l'impression qu'il y a des prédictions qui sont des espérances, si vous voulez ce que je veux dire. Il y a des prédictions qui sont des prières. En attendant, c'est pas ce qui se passe. Et je vais vous dire, alors là, par contre, c'est très drôle. Excusez-moi, monsieur. C'est aux camarades cégétistes d'aller faire respecter l'ordre public. Mais moi, je suis pas un supplétif de la police. D'accord? L'ordre public, la gestion de l'ordre public, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est pas la CGT. Par rapport à vos remarques sur les gens n'interviennent pas. Non, mais enfin. Et ensuite, sur la question finalement, de comment les choses pourraient évoluer. Depuis le début, ce qui fait consensus, c'est la responsabilité des organisations syndicales qui ont justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporter une réponse graduée, mais bien évidemment appuyée sur un large sentiment populaire, défendant l'intérêt général et pas le précaré de je ne sais trop qui, parce que c'est effectivement interclassiste et ça concerne même les cadres, eh bien effectivement on ne lâchera rien. Et je vous le dis, c'est à la fin de la foire qu'on pète les boules, et Emmanuel Macron, à la fin, il devra effectivement mettre sa réforme à la poubelle. La seule place qui est finalement la sienne, les poubelles de l'histoire sociale. La stratégie n'a pas fonctionné. Ah bon? Mais puisque la réforme n'a pas été... Ah bon? Vous trouvez que là, en ce moment, c'est nous qui sommes en difficulté? Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Ah ok. Moi je trouve que... Attends, Benjamin. Oui, François Pupponi, allez-y. Mais rapidement. C'était pour retirer le texte. À l'heure où on parle, le texte n'est pas retiré. Et il y a une motion de censure. D'accord. Voilà. Mais elle n'est pas retirée. Donc jusqu'à présent, la stratégie et l'objectif n'a pas été atteint.
Parce que tout simplement le bras de fer. Non mais François, Oui, mais pour une raison simple, si tu me le permets, c'est un constat quand même étonnant. Le match n'est pas terminé. Tu t'as bien échappé. On est entièrement d'accord. Et aujourd'hui, je te le dis, la Macronie est effectivement en très grande difficulté. C'est autre chose. Ah ben non, c'est la même chose. C'est la même chose. Merci Benjamin Amar. Vous n'avez presque pas été coupé. Oui. Vous êtes presque heureux. Vous êtes presque heureux. Mais il a une bonne technique, ça avant qu'on le coupe, il gueule des fois. Ah bah, c'est le syndicaliste. Il ne coupe pas les autres. Voilà, Moi, exactement. j'apprécie avec Vous savez ce qu'on va faire, Benjamin? On va vous garder pour le quiz. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Non, mais non, il va pas gagner. Le quiz de l'actu dans un instant, à tout de suite. Vraie voix jusqu'à 19h. Alors, Philippe Bilger est avec nous. Alors, François Pupponi est avec nous. Et bien sûr, René Chiche est avec nous. Et on a gardé Benjamin Amar. Ça, c'est un défi énorme de Cécile de Minibus qui intègre Benjamin en plus dans le jeu. Ça va être calme. Ça va être calme. Je vous mets plus savoir qui choisit. Je vous mets un syndicaliste, une épine dans le nez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Antoine est avec nous. On va voir Antoine. Antoine, malheureusement, vous étiez. On n'a pas eu le temps de vous faire parler tout à l'heure. Oui, vous aviez désolé. plein de choses à nous dire. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que Benjamin, il était fort. Hein, donc, il est merci. fort. Alors, Antoine, vous avez le choix entre Philippe Bilger, Benjamin Amar, François Pupponi ou notre ami René Chiche. Eh bien, je choisis de me confronter à Philippe Bilger, que j'aime beaucoup, par ailleurs. Mais vous me choisissez comme adversaire. Oui, parce que vous considérez que c'est celui que vous pouvez battre, finalement. Vous allez gagner avec ces trois autres, ça m'inquiète. Ouais, vous allez. Mais vous êtes adorable tout de même. Allez, on démarre tout de suite. Attention, c'est une question qui a dit. Qui a dit il y aura un vote sur le texte? Il est prévu par nos constitutions. C'est la motion de censure. La Première ministre. Oui, François Pupponi. François Pupponi. Et vous avez vu ça avec un flegme, un calme. 2 points pour vous. Voix posée. Vous avez essayé la radio, François Pupponi, c'est bien. Question qui a dit. Je refuse depuis le début de rentrer dans ce non-choix où nous devrions être mélenchonistes ou lepénistes ou macronistes. Oui, René Chiche. Bravo. Aurélien Pradier, bravo. 2 points, 4 points pour vous. Mais j'ai 0. Oui, ça fait 4-0 pour Antoine. Attention, c'est 4-0 pour Antoine contre Philippe. Voilà, une question Merci de me rappeler le couteau dans la plaie. J'appelle les parlementaires LR, pour une partie d'entre eux, à reprendre leurs esprits, à ne pas renverser le gouvernement. C'est ou Ciotti. Moi, je dirais Ciotti. C'est Darmanin, effectivement. Bravo, Antoine. Bravo, Antoine. Bravo, Antoine. On continue. Ça va vite, là. Encore un Kikadi. Oui, il y a que des Kikadi. c'est la fête de Philippe Bilger. Cécile croyait que ça m'était favorable. Alors, Kikadi à Emmanuel Macron. Une défaite au vote aura des conséquences considérables pour l'avenir des réformes en général et pour l'image internationale de la France. Le maire. Non. Le maire. Non. Mais c'est effectivement quelqu'un d'assez proche du président. Un ministre. Ouais. Pas forcément. On l'appelle. Bayrou. Oui. On François l'appelle Bayrou. le caillou dans la chaussure. René Chiche qui prend le point et donc qui le donne à Antoine. Chiche, vous faites le poids. Vous n'aviez pas besoin d'une roue de secours, Bayrou. Benjamin ne m'a pas interrompu. Attention. Mais Benjamin, il n'interrompt pas. Vous avez bien raison, Philippe. C'est une question qui a dit toujours. Le seul bloc qui a tenu, c'est le nôtre. Nous disons à Emmanuel Macron, chiche sur la dissolution. Marine Le Pen. Voilà. Et ça fait 2 points pour Philippe Bilger, c'est-à-dire 2. Moi, je l'ai dit, il a dit juste avant moi. Soyez disciplinés, faites comme dans les cortèges de syndicalistes, soyez disciplinés s'il vous plaît. Tout à fait. Allez, question suivante. Dans le cadre de la réforme des retraites, qui a dit nous avons vocation à continuer à gouverner dans ce pays? Véran. Oui, François Pupponi, c'est Olivier Véran. Bah, dis donc, qu'est-ce que vous êtes Franchement, bon. il y a certains qui ont un avantage. Sur le plan. Absolument. La dernière maintenant. Allez, la dernière. Question qui a dit. Qui a dit l'Élysée n'est pas un parc pour abriter les caprices du président? Jean-Luc Mélenchon. Panot. J'ai hésité entre Ruffin et Alzheimer m'a laissé un moment de tranquillité. Ça lui arrive, paraît-il. Bravo Antoine, vous avez gagné. Bravo. Et on a un autre gagnant au 0826 300 300, c'est Philippe qui est avec nous, qui nous appelle du Gers. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Comment ça va Philippe?
Ça va très bien. C'est pour le foot qu'il a gagné. Bien sûr qu'il a gagné le football. Football. Je redis ce qu'il a gagné. Oui. Un lot de 2 places pour aller au stade de François Coty, et non pas René, bien sûr. Et non pas François Pupponi. Voilà. Bientôt peut-être. AC Ajaccio, AS Monaco, dimanche prochain à 13h. Bien sûr, un match de Ligue 1. Vous y allez, vous, ou alors vous envoyez le cadeau à un Corse? Je vais envoyer le cadeau à mon fils qui est entraîneur là-bas à Calvilly-le-Rousse. Ah bon? Le bonjour, et ça s'appelle le FC Balagne. Eh oui, très belle équipe. Très bien. Bon, vous êtes supporter. Et avec le président Biquerail. Voilà. Oui. Incollable, hein, François Pupponi. Hein. Vous êtes plus ACA ou Gazélec pour Ajaccio, vous? Gazélec, ça va mal en ce moment. Bah oui, il y a les pour Gazélec. Oui. Hein, bon, Philippe, pas de préférence, on y va. On va pas faire une émission de football. Bon. Philippe, bravo, alors, merci. Tout à l'heure, à 19h30. À 19h. Je voudrais passer le bonjour au Roche Football où je suis entraîneur. Eh ben, on les embrasse. Et à 19h05, nous recevrons Bruno Irles, un ancien joueur de Monaco et désormais entraîneur. Voilà, on parlera foot. Et vous restez avec nous dans un instant. Le coup de cœur de notre ami Frédéric Brindel. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Félix Mathieu. Et puis le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Les vraies voix sont avec nous et vous aussi, merci beaucoup de votre fidélité, merci de nous écouter sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, bien sûr, the famous reduction to the group enterprise La Fonfresse. Very good accent. Very good. My tailor is rich. Ouais, c'est pourri. Vous avez bien raison. Et François Pupponi, ancien député et maire de Sarcelles, bien entendu. Et dans un instant, la question du jour sur cette motion de censure, ces retraites. Pour vous, la position des LR est-elle confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente? Pour l'instant, vous nous répondez incompréhensible à 56% et confuse à 22%. On en parle dans quelques instants. N'hésitez pas à venir commenter cette actualité. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Non, d'abord, c'est le coup de cœur de notre ami. C'est moi qui suis instable finalement. Notre ami, vous allez vite en besogne. Hein. Oui, de notre camarade de jeu, Frédéric Brindel. Il y a un petit lancement, vous voulez pas? Oui, bien sûr. Et un Américain, c'est un coup de cœur, un Américain nommé Sidney Holmes. Je ne peux pas avoir de haine, je dois juste aller de l'avant, je n'ai jamais perdu espoir. Ces mots sont ceux d'un homme qui vient de passer 34 ans sous les barreaux avant d'être innocenté. J'aurais beau tout faire et de faire, je serais seul sans lendemain. Pour moi c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin. Sidney Holmes a 57 ans. Il a été condamné en 1988 à 400 ans de prison pour complicité de braquage. Sa fille avait 7 mois. Ses premiers mots ont été pour elle. Il n'avait pas pu lui dire cela. Elle a 3 ans, je suis fou d'elle. Elle m'éclate complètement la vie. Je me relève pour la voir la nuit. La jeune fille a grandi sans son papa. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Âgée de 35 ans, sa fille, aujourd'hui, est mariée. Son père n'en était pas. Dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Sidney Holmes n'était donc pas le bon coupable. Il a tout raté. Des photos l'ont prouvé, ce n'était pas lui. La justice peut se tromper. D'ailleurs, 2011, le film Omar m'a tué de Roche Dizem. La Cour condamne Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Erreur judiciaire, encore à notre époque. Le déchirement d'une famille, l'affaire d'Outreau, avec ce film présumé coupable. Interprète Philippe Torreton. Fabrice Burgot, juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Allez, viens avec moi. T'inquiète pas, ils sont trompés. Il faut pas s'arranger. Mon amour.
Sidney Holmes a été libéré le 13 mars dernier, après avoir fait appel à une unité de révision des condamnations du procureur de l'État de Floride. Dans ce document sonore, écoutez les retrouvailles avec ses proches. La loi prévoit 50 000 $ d'indemnisation par année passée injustement en prison. Dans certains cas, ce principe n'est pas respecté aux États-Unis. Sidney Holmes demande juste à aller de l'avant. Dormez en paix, monsieur le juge, lorsque vous rentrez du travail. Le boulot. Ça en dit long sur les erreurs judiciaires, effectivement. Oui, mais surtout, ça en dit long sur Frédéric Brindel. Parce qu'il est très intelligent, mais moi, je serais capable de discuter Omar Haddad comme vous y allez. Hein. Je sens bien le journaliste qui préfère... un mensonge discutable à une vérité évidente. Je savais que ça vous inspirerait, cher maître. Non, mais sinon, c'est très dommage que vous n'ayez pas pu nous parler davantage des faits eux-mêmes sur cet homme extraordinaire. Bon, écoutez, c'est simple, hein, en fait. Il conduit une voiture qui est exactement la même que celle qui sert à des cambrioleurs qui vont faire un braquage. Et on dit, c'est lui. Et il y a des photos, pourtant, qui existent et il n'y a pas de vérification. Et en fait, quand il a fait appel à cette unité, ils ont bien analysé les photos. Ce n'était pas exactement la même voiture et ce n'était pas exactement lui. Et il était parti pour prendre 400 ans. 400 ans. C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Frédéric Brindel. Tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Avec une photo qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on peut y voir des militaires en train de ramasser des sacs poubelles. Et oui, imaginez la stupéfaction alors que le gouvernement annonce réquisitionner des éboueurs grévistes. Aurait-il fait appel à des militaires pour vider les tas d'ordures qui s'amoncellent comme ici à Paris? Et Twitter de s'emballer le service militaire pour ramasser des poubelles. Des militaires réquisitionnés pour remplacer les éboueurs dans le quartier latin de la capitale. C'est effectivement ce que la photographie semblait montrer. La gendarmerie a fait cette mise au point sur les réseaux sociaux, mise au point que je vous lis. Il s'agit simplement de gardes républicains en treillis qui reconditionnent les déchets pour des raisons de salubrité et surtout de sécurité aux abords de leur caserne de gendarmerie. Fin de l'histoire. Voilà, donc Frédéric et Cécile, si vous êtes amenés à sortir vos poubelles devant chez vous par exemple, attention à ne pas vous faire photographier pour pas qu'on dise que l'État a réquisitionné des animateurs radio pour casser la grève des éboueurs. Sortez les poubelles, sortez les ordures Petite réaction dessus rapide. Non, mais je pense que si effectivement on ne peut pas réquisitionner les employés communaux de la ville de Paris, l'État n'aura pas d'autre solution que de réquisitionner l'armée. Ça s'est déjà fait dans le passé, pour des raisons de santé et de salubrité. Oui. Le choix du 49.3 a provoqué des manifestations spontanées un peu partout en France avec quelques débordements par endroits, Félix. Le retour d'une polémique sur des mannequins malmenés, des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, Olivier Véran. Sur cette vidéo tournée à Dijon, place de la République, par le journal Le Bien Public, ces effigies du président, de la première ministre, du ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement sont alignées quand soudain l'un des manifestants les enflamme sous les cris de joie de la foule. Des images qui en rappellent une autre, le mannequin à l'effigie d'Elisabeth Borne pendu à Marseille il y a quelques semaines et la controverse qui s'en était suivie. Infâme, indigne, dangereux, commente le député macroniste Pierre-Alexandre Anglade. D'autres, au contraire, s'en amusent ou relativisent avec ce retour du débat violence symbolique versus violence réelle. Il y a même un dénommé Michel Belleville, figurez-vous, qui justifie ironiquement « Brûler des mannequins, c'est une coutume locale initiée par l'église catholique intégriste dijonnaise il y a 72 ans, rien de bien méchant ». Michel qui poste une archive du même journal, Le Bien Public, sur ce fait divers qui avait déclenché une polémique mondiale à l'époque. Le 23 décembre 1951, un mannequin du Père Noël avait été pendu sur le parvis de la cathédrale de Dijon, puis brûlé. Un religieux et ses paroissiens reprochaient ses origines païennes au Père Noël, lui reprochant à l'époque de déchristianiser cette fête. On n'a pas beaucoup de temps, mais je sais que ça vous choque. Non, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Benjamin Hamar, c'est de ça dont je parlais. Et c'est que c'était en fait avec, non pas l'accord, mais enfin sous le regard de militants syndicaux avec des blousons CGT, CFDT. Je demandais pas qu'ils régentent la situation, mais ils étaient là
ils n'ont rien fait. Donc moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Voilà, très bien. Choqué aussi Philippe Bilger et François Pupponi. Non, c'est lamentable de brûler ces effigies, mais on ne peut pas demander, je veux dire, ça aurait été un délit grave, j'aurais trouvé scandaleux l'abstention. Je crois que vous n'avez pas vu l'image. L'image est choquante. C'est très violent l'image. Franchement, c'est corps allongé sur lesquels on met. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, René Chiche et François Pupponi vont arriver avec leur actu du jour. Merci de votre fidélité. On revient dans un instant. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est un peu le café du commerce, mais on dit des vrais trucs quand même. Puis c'est sympa le café aussi du commerce. Moi j'adore, moi c'est ma passion, je vous le dis tout de suite. C'est ce qu'on appelle le lien social, vous savez. Aussi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, derrière le bar, Philippe Bilger, un client René Chiche, un autre client François Pupponi. Vous prendrez ce que vous voudrez. En attendant, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est maintenant. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et l'actu de notre ami Philippe Bilger, c'est Éric Ciotti, que vous n'estimez pas être à la hauteur aujourd'hui de la situation. Je vais aller extrêmement vite, puisque le sujet qui va venir, on va parler d'Éric Ciotti et de beaucoup d'autres choses. Donc je résume, pour moi, ça n'est pas le chef qu'il aurait fallu aux Républicains. Je ne parle pas d'Olivier Marleix, qui est le président du groupe parlementaire, que j'estime, mais Éric Ciotti, non, ça n'est pas possible. Bon, on en parlera dans quelques instants. René Chiche, vous voulez revenir sur le silence et l'absence de Laurent Wauquiez. Oui, alors c'est un petit peu dans le même sujet. Moi c'est vrai que je trouve le silence de Laurent Wauquiez absolument incroyable. C'est quelqu'un qui aspire à devenir candidat à la présidentielle de 2027, qui s'y prépare, paraît-il, et ce silence de cet homme politique devant quand même une réforme aussi importante que celle qu'on vit actuellement est absolument incroyable pour moi. Alors c'est peut-être stratégique, mais en même temps ça montre quand même la personnalité de Laurent Wauquiez, qui est quand même un personnage quand même, d'après ce que j'ai cru comprendre dans son entourage, enfin son entourage qui n'est pas amical d'ailleurs, qui est quand même quelqu'un qui n'est pas très courageux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il a été président du parti, il a déjà refusé d'être candidat aux européennes. Ensuite, il a refusé d'être candidat à la primaire. Et ensuite, dernièrement, il a aussi refusé d'être candidat à la présidence du parti. Donc c'est quelqu'un qui veut un petit peu aller entre les gouttes, qui joue une stratégie, qui, j'ai l'impression, se voit en même temps un petit peu comme le sauveur de la droite, il se voit un peu comme le Macron de la droite. Un peu la François Bayrou. Voilà. En même temps, il ne s'abîme pas en restant en retrait. Il ne s'abîme pas, mais pour l'instant, il n'existe pas non plus politiquement. Mais c'est peut-être une stratégie. Mais moi, je trouve ce silence incroyable. Il est juste sorti un petit peu de sa tanière là lors des vœux à la presse en disant que la réforme n'était pas vraiment celle qu'il aurait votée. Mais en même temps, il est favorable en fait à cette réforme, mais il ne veut pas endosser l'impopularité de cette réforme, il ne veut pas se mouiller, alors qu'il est considéré comme le candidat, encore une fois, quasi officiel, entre guillemets. À mon avis, il ne le sera pas parce qu'il aura une grosse concurrence à droite, parce que chez les LR, entre Retailleau, Bertrand, Lisnard, éventuellement, Rachida Dati, je ne suis pas sûr que Wauquiez... Et je ne pense pas que ce silence va finalement lui servir. Voilà. Information de ce vendredi, le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, demande officiellement à Laurent Wauquiez d'être un peu plus présent dans les débats nationaux qui intéresse les Français. Fin de citation. On en parlera tout à l'heure. François Pupponi voulait revenir sur Elisabeth Borne en disant où est passé l'honneur de la politique. Moi, ce que je considère, c'est que là, on est dans une crise politique majeure. Bon, et on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait un événement politique. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que les Français ne comprendraient pas. Et Elisabeth Borne, avec tout le mérite qui est le sien, elle a essayé de faire le maximum, mais elle a échoué. Son rôle, c'était d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Elle ne l'a pas obtenu. Bon. Donc elle n'a pas pu convaincre une large majorité des députés de droite, de LR, pour voter. Donc il faut qu'il en tire les conséquences. Parce que si on est dans un système où à chaque fois qu'il y a un échec politique, il ne se passe rien, on continue. Et sincèrement, la déclaration d'Olivier Véran, du style, on peut continuer à gouverner comme si rien n'était. Non, c'est ce qu'ont vécu les députés hier, c'était apocalyptique. Voilà, donc ce sont des moments forts de nos institutions et il faut en tirer les conséquences. Alors après, elle devrait présenter sa démission au président de la République, qui peut ou ne pas l'accepter.
peut décider de la garder. Mais au moins, elle dit, voilà, j'ai échoué, Monsieur le Président, j'ai échoué, je vous remets ma démission. Ou sinon, elle va attendre... Peut-être lundi, déjà, la motion de censure. Oui, mais quel intérêt d'attendre et d'être sauvé à quoi 10, 15, 20 voix? Alors justement, si ça passe largement, ou si c'est sauvé à 10, 15 voix... Non, mais ça passera jamais largement. Elle sait très bien, elle sait très bien que globalement, la majorité... Alors après, il faut que tous les députés soient là, etc. Mais elle a fédéré contre elle une grande partie des oppositions, sauf les Républicains. Voilà, donc dans quelle situation sera-t-elle pour gouverner demain? Voilà, donc si le président de la République veut tourner la page politique des retraites, il faut aussi qu'il change de gouvernement. Oui, mais très bien, démission d'Elisabeth Borne, mais qui? Ah bah frère, la liste est longue. Il y a plein de gens qui ne voulaient pas y aller quand même, je vous rappelle. Il y en a plein qui téléphonent. Bien sûr. C'est pas sur ce plan. Qui pourrait? Allez-y. Il y a déjà le maire et Darmanin. Ça dépend du président. Bien sûr. Mais je voudrais dire, je trouve François un peu sévère parce qu'au fond, lui demandait de restaurer l'honneur de la politique parce qu'elle l'aurait perdu. Moi, je trouve qu'elle n'a pas perdu, puisqu'on sait que depuis des semaines, elle se bat pour un vote. Et donc, là, elle a échoué. Oui, d'accord. C'est elle qui va l'Élysée dire au président, j'ai échoué. Mais est-ce que faire peser la responsabilité sur elle, c'est d'une certaine manière exonérer le seul responsable? Non, mais sauf que pour protéger le président de la République, c'est elle. Elle dit elle-même que c'est un fusible. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dès le départ d'Emmanuel Macron, une erreur de casting en nommant Elisabeth Borne? Moi, personnellement, avec tout le respect que j'ai pour elle, je n'ai jamais trouvé qu'elle avait l'avis pour être Premier ministre. En politique, il n'y a que le résultat qui compte. Ouais. Soit vous mais je suis d'accord avec vous. Comme le résultat n'est pas là, une question que se posent les auditeurs de Sud Radio, et d'ailleurs vous continuez d'appeler au 0826 300 300. En cas de vote de la motion de censure, le nouveau gouvernement, qui du coup est forcément à déterminer, serait issu de quel? Alors, juridiquement, allez-y François, le président de la République peut dès le lendemain nommer un nouveau Premier ministre qui lui remet... Mais ce qu'a dit le président de la République, c'est en cas de motion de censure, je dissous. Oui, voilà. Parce que je redonne la parole au peuple. Donc on dissout l'Assemblée, on repart vers des élections. On repart vers des législations. Et ensuite, en fonction d'une majorité qui sort ou pas d'Assemblée, le président de la République demande au Premier ministre du camp qui a virtuellement gagné une cohabitation. Une cohabitation. À la grande époque. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Elisabeth Borne, ce qu'on a vu d'elle hier sur TF1. Pardon pour ma vulgarité, mais est-ce que c'est pas du foutage de gueule? Franchement. D'Elisabeth Borne. Non, mais elle est comme... Elisabeth Borne n'est pas une femme politique. Absolument. C'est un grand chef d'entreprise publique. Oui. Qui a répondu, qui a été ministre technique. C'est une grande technocrate. C'est une grande technocrate. C'est un grand serviteur de l'État. Voilà. Elle croit en son pays. Elle a fait les choses, je crois, avec conviction, avec enthousiasme. Mais elle n'a pas réussi. Et les 2-3 interventions qu'elle a eues pendant la réforme des retraites n'étaient pas bonnes. Parce qu'elle ne sait pas, c'est pas son truc de faire. Bon. Donc je pense que le président de la République aurait intérêt maintenant à nommer un gouvernement politique. Être à l'écoute des gens. Ne pas être uniquement qu'avec des technocrates, avec des techniciens, avec des gens qui font un peu de politique aussi. Oui, mais alors François, quand vous dites éventuellement Bruno Le Maire Premier ministre, vous avez dit aussi qu'il fallait tourner la page. Après, est-ce que Bruno Le Maire, c'est vraiment le symbole de tourner la page? Pour moi, c'est la continuité. Non, mais... Même si c'est un homme politique, bien sûr. Politique, est-ce que c'est pas... compétent. Après c'est le gouvernement qui sera... Parce que, allez, sincèrement... demander à des Français d'écrire, on enlève les têtes de liste qu'on connaît tous, le nom de 10 ministres. Je sais pas. On voit bien que le gouvernement, malheureusement, n'a pas imprimé. Il y a des gens que personne ne connaît. Bon. Donc il y a besoin que les Français s'identifient à des gens, les connaissent un peu, et reprennent espoir dans une vision donnée par le président de la République avec des gens qui incarnent cette vision. S'il n'y a pas d'incarnation de la vision politique, il y a un moment où tout va sur le président. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir. On va jouer, mais juste, on va revenir sur cette stratégie. Est-ce qu'il y a une stratégie chez les LR? Est-ce que vous pensez qu'ils sont un petit peu perdus? C'est la question que l'on vous pose. Est-ce que vous pensez que c'est confusant, incompréhensible, stratégique, cohérent? Pour l'instant, vous dites incompréhensible et confusant. Mais juste
juste avant ça, on va vous offrir un autre cadeau parce que on est sympa. On joue. Est sympa. Bien sûr, on joue. On joue. Donc vous vous souvenez, direction la Corse ce week-end avec le fameux match AC Ajaccio à AS Monaco. C'est dimanche à 13h. Cette fois-ci, tenez-vous bien, un lot de 2 places VIP, Very Important Person. La queuse. Yes. 0826 300 300. 0826 300 300. On est VIP en quoi dedans? On va à la buvette officielle. C'est pas la petite buvette avec les frites. Dans les loges. Avec les petits fours. Avec les petits fours. Attention. Voilà. Et alors, donc, bien sûr, ça se passe en Corse, mais si, comme l'auditeur précédent, vous avez quelqu'un qui est en Corse et vous vouliez lui envoyer les places, il n'y a pas de souci, c'est des tickets électroniques. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Si vous avez raté le début, c'est dommage parce qu'il s'est passé plein de choses avec nos amis, nos vraies voix du jour avec Philippe Bilger, René Chiche et François Pupponi. Je devrais dire René Chiche, The Famous, grand directeur de la rédaction du groupe Entreprendre. Ah oui, grand. J'aime bien venir ici, moi. Big one, the biggest, the famous. C'est une référence dans le domaine. Oui, c'est un peu le grand Manitou. François Pupponi aussi, bien sûr. François Pupponi, c'est une sommité et puis j'en parle même pas de Philippe Bilger. C'est une icône. Non mais là j'ai envie de vous dire qu'on a la crème de la crème. Voilà, et c'est bon. Nous on est rien, Frédéric. Nous on est là que pour les servir. Je confirme. Bon accueil, bonjour. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Ce 49.3, c'est l'échec de plusieurs années de politique. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces. Soyons clairs, nous ne nous associerons pas à la France insoumise et au RN et ne voterons pas ces motions de censure. Nous ne rajouterons jamais du chaos au chaos en participant de quelque façon que ce soit à l'adoption d'une motion de censure contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, l'attitude de ce gouvernement, tout cela participe à l'agitation du pays. Tout est envisageable à une condition, rassembler le pays. Et pour vous, la position des LR est confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente. Vous dites incompréhensible en majorité. Et même si certains élus LR veulent se faire entendre une autre musique, la ligne officielle des Républicains est en dehors des motions de censure, ni vote ni dépôt, Frédéric. Qui aujourd'hui aime les LR dans la classe politique? Pas les partis d'opposition qui aimeraient qu'ils les suivent pour la motion de censure. Non, ils ne les aiment pas. Pas les gens du pouvoir, puisqu'ils auraient aimé qu'ils votent avec eux la loi sur les retraites. Peut-être même que les gens des LR ne s'aiment pas eux-mêmes. Certains disent « je vais voter », d'autres « je ne vais pas voter ». Et à force de dire ça, ils s'énervent, c'est très tendu. Mais alors, quel est leur positionnement? On va en parler avec notre invité. Annie Genevard est avec nous, secrétaire générale des Républicains. Annie Genevard, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Juste avant de revenir vers vous, Annie, un petit tour de table justement sur la position des LR aujourd'hui. Est-ce qu'on y comprend quelque chose finalement, alors, Philippe? S'il y en a un qui les aime, il y a moi. Bah oui. Mais je les aime de plus en plus tristement. Oui. Parce que je trouve, et je ne veux pas offenser Madame la secrétaire générale, que j'apprécie particulièrement, je trouve qu'il manque de courage. Il se réfugie sous la table démocratique. Alors, on a 2-3 arguments. Je vais essayer d'aller très vite, là, Cécile, et je passe mon temps de parole après. Vous avez le temps. D'abord, on ne peut pas, comme le fait Éric Ciotti, de manière précipitée, donner un avis qui indique que jamais les Républicains ne voteront ou même ne signeront la motion de censure. Deuxième point, il y a un argument qui me paraît discutable. On raisonne comme si en réalité le seul souci était le problème des retraites. Comme si en réalité, pour l'essentiel, nous n'avions pas un pouvoir et un gouvernement qui, depuis le début, sont très médiocres dans leurs pratiques et dans leurs actions. Autrement dit, la motion de censure aurait le droit de signifier une condamnation bien au-delà des retraites et des retraites. Troisième élément, les retraites, on continue à dire aux Républicains qu'ils sont pour, donc il serait incohérent de proposer une motion de censure. Mais d'abord, on a le droit de changer d'avis.
Et deuxièmement, la situation elle-même n'est plus la même. Les retraites telles qu'elles sont présentées par Emmanuel Macron n'ont plus rien à voir avec celles que souhaitaient les Républicains. Et là, il me semble que c'est moins un souci de cohérence l'apport d'une roue de secours à un macronisme qui en a plus que jamais besoin. En gros, je dirais, ils avaient l'opportunité, les Républicains, et peut-être vont-ils la saisir, après tout, de montrer qu'ils ne sont pas en permanence les auxiliaires d'un macronisme à bout de souffle, mais peut-être qu'ils confirment l'identité véridique des Républicains qui n'ont rien à voir avec le macronisme. Pardon d'avoir été... C'était très complexe. René Non, moi je trouve que la situation est totalement incompréhensible. On a d'un côté les sénateurs LR qui votent cette réforme, et de l'autre côté des députés avec quelques frondeurs LR, on ne sait plus qui vote quoi. Donc pour moi la situation montre quelque chose, c'est que en fait ce parti manque cruellement d'un véritable chef. Éric Ciotti a complètement failli, puisqu'il n'a pas... Et de même d'ailleurs qu'Olivier Marleix, le président du groupe, puisqu'il n'a pas non plus réussi à maîtriser ses députés dans un sens ou un autre. Ne nous fâchez pas, Annie Genevard. Non, je plaisante, tout le respect. Et on arrive à Annie Genevard. On fait continuer le ça tour sera une de mes questions que je lui poserai. Après. Donc, effectivement, donc pour moi, cette situation est totalement ubuesque. On a un parti qui est carrément divisé en deux. Donc pour moi, cette situation des Républicains est absolument... François, moi, je vous trouve, alors pour le coup, très dur, parce que je pense que la position des Républicains a été tout à fait cohérente. Ils sont pour une réforme des retraites. Ils l'ont toujours dit. Ils ont beaucoup œuvré en discutant avec le gouvernement pour infléchir la réforme proposée par Elisabeth Borne et pour faire en sorte que leur marqueur soit dans le texte. Le Sénat a voté. L'Assemblée aurait peut-être voté, le groupe républicain aurait majoritairement voté. A priori, non. Ah si, non, le groupe républicain aurait majoritairement voté. Et bien entendu, puisqu'ils sont pour la réforme, ils ne peuvent pas voter la motion de censure qui ferait tomber le texte. Qu'ils ont eux-mêmes voté au Sénat. Ce qui serait surréaliste, alors pour le coup, c'est qu'on vote pour un texte au Sénat, et qu'ensuite on vote pour une motion de censure qui fait tomber le texte. Bon, donc je pense qu'ils sont cohérents. Après, la difficulté des Républicains, et d'Éric Ciotti en particulier, c'est qu'il y a au sein des Républicains des frondeurs. Oui, c'est ça. Qui sont prêts, eux, à voter, à être pour la réforme, mais à voter le texte. Et ça, malheureusement, pour avoir connu ça au Parti Socialiste, quand vous avez des frondeurs qui sont à l'intérieur, c'est souvent pas bon signe pour le parti. Mais ça, c'est tout le rôle d'Éric Ciotti en particulier, d'essayer de faire en sorte, et de Olivier Marleix à l'Assemblée, que les frondeurs ne prennent pas trop d'importance. Annie Genevard est là. Annie Genevard est là. Bonsoir Annie Genevard. Je suis là, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà, alors... Les LR jouent gros sur cette histoire quand même, reconnaissez-le. Hein. Mais les LR jouent gros depuis la dernière élection présidentielle en réalité, parce que si nous sommes en difficulté, c'est aussi parce que nous avons connu des échecs sévères. Il est clair que la cohésion, elle est plus facile à faire au moment des victoires que au lendemain des défaites. Alors, pour remettre un petit peu d'éclaircissement dans la confusion peut-être qui s'empare de vos esprits sur la position des Républicains et sur la cohérence de notre groupe, ce que je voudrais dire, d'abord, nous avons travaillé avec Olivier Marleix et Éric Ciotti à déterminer une ligne. Et majoritairement, nous étions favorables au vote de la loi. Au sein du groupe, il y avait une majorité pour la voter. Et personnellement, j'aurais préféré que nous la votions, sans absolue garantie d'ailleurs que le vote en lieu et place du 49.3 ait permis d'apaiser davantage les choses. Parce que la situation sociale est d'une éruptivité, il y a un clivage très profond et une violence sous-jacente qui se serait sans doute exprimée même en cas de vote. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un vote. Et on accuse les Républicains, mais c'est se défausser un peu facilement, parce qu'en réalité, la majorité n'a pas fait, elle non plus, le plein des voix. Il a manqué les voix du groupe Horizon, qui est membre de la majorité. Donc il est injuste d'accuser les Républicains d'être à l'origine du 49.3. Du reste, je voudrais dire quand même qu'en choisissant ce véhicule législatif, Elisabeth Borne, le gouvernement,
avait intégré lui-même l'hypothèse d'un 49.3. Sinon, il aurait choisi un autre véhicule législatif qui était plus conforme d'ailleurs à l'importance du sujet. Donc, on a été cohérent parce que ce texte, qui n'était pas le nôtre, dans un calendrier qui n'était pas le nôtre, en réalité, nous avons pris 5 ans de retard dans l'examen de ce texte, eh bien, nous avons apporter toutes les améliorations que nous jugions utiles. Et je voudrais qu'on ne passe pas par pertes et profits les apports des Républicains en la matière. Nous n'avons pas voulu des 65 ans parce que nous avons jugé que le corps social n'était pas prêt à cela. Et nous avons réfléchi les choses pour que ce soit 63 à la fin du quinquennat, puis 64 éventuellement ensuite. Nous avons pris en compte les carrières longues, les carrières pénibles, le travail des seniors, distinguer certains cas de figure comme les apprentis, les pompiers. Enfin, oui, tout ça, c'est le résultat effectivement d'un travail qui, bon, notamment d'un travail au Sénat, parlementaire sérieux, solide, épaulé sur la connaissance que nous avons des Français et de leurs spécificités, de leurs difficultés. Donc Annie Genevard, dans la consultation des auditeurs de Sud Radio, vous continuez d'ailleurs, pour l'instant, pour eux, les LR, leur position est confuse à 22%, incompréhensible à 57%, stratégique 17%, et puis cohérente 4%. On a notre auditeur Antoine. Oui, 0826 300 300 Antoine. Petite réaction. Bonjour Madame Genevard. Bonjour oui. Antoine. Alors, je suis de ceux, malheureusement, qui trouvent votre positionnement quelque peu confus. Je m'en explique. Donc, vous avez effectivement, par le biais de Madame Pécresse, défendu la retraite à 65 ans. Vous avez fait machine arrière, en faisant presque office de bouclier social par rapport à des mesures que vous estimiez trop, dures, apparemment. Et puis, je tiens quand même à dire que les Républicains aujourd'hui ont une très grande responsabilité à 2 endroits. Premièrement, il s'agit donc de conserver une certaine crédibilité au niveau d'un parti dont la présence s'est quand même réduite comme peau de chagrin ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Et puis après, il en va de la stabilité du pays. Je veux dire, alors, je m'inscris en faux avec ce que disait M. Bilger, c'est-à-dire j'estime que si motion est votée, si dissolution il y a, c'est la stabilité du pays qui sera à revoir. Nous ne sommes plus dans une logique de bipartisme. Il y a maintenant 3 forces en présence et j'ai bien peur que finalement le remède soit pire encore que le 49.3. Entendez que je ne soutiens pas la réforme, mais je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir du pays avec notamment 3 000 milliards de dettes. Ouais, données importantes. Antoine, on va laisser Annie Genevard vous répondre si vous permettez. Eh bien, là où je vous rejoins, Antoine, c'est la crainte que j'ai d'une instabilité et à certains égards même d'une situation qui pourrait être presque insurrectionnelle. Le spectacle qui a été donné à l'Assemblée nationale, et François le sait, puisque nous avons été collègues, c'est quelque chose d'inimaginable. Appelé à la démission de la Première ministre, il y a des procédures pour ça. Ça s'appelle le 49.3 et la motion de censure. Dans le cas où elle serait votée, en effet, ça appelle à un changement de gouvernement. Mais couvrir la voix de la Première ministre, l'insulter, chanter, taper sur les pupitres, tout ça trouve son prolongement dans la rue et cette violence ne demande qu'à exploser. Donc je pense que la responsabilité des politiques est de peser très soigneusement les déclarations et les décisions qu'ils prendront afin de ne pas enflammer complètement la situation. Alors pourquoi nous ne sommes pas favorables à une motion de censure? Parce que, et Éric Ciotti, alors vous trouvez, cher monsieur Bilger, que c'est un peu prématuré de l'avoir déclaré, mais enfin, le calendrier est ce qu'il est. La motion de censure sera examinée dès ce lundi, donc il fallait une position également pour les membres de notre groupe. Nous avons besoin de dire à nos membres, voilà, le 49.3 a été déclenché, ça appelle des motions de censure. Nous avons soumis cela à la délibération de notre groupe. Nous ne souhaitons pas majoritairement
ni co-signer le dépôt, ni naturellement le voter. Alors il se peut. Mais certains ne vont pas vous suivre, Aurélien Pradier, Xavier Melki, par exemple. Mais bien sûr, parce que la politique, cher monsieur, est faite d'individualité. Il faut aussi que nous retrouvions le sens du collectif. Je ne cache pas les divisions qui nous affectent. Est-ce que c'est possible, on en connaît le prix. Le prix est toujours le même. Est-ce que la cohésion est possible, en fait? Est-ce qu'on peut retrouver un bloc solide chez les LR? Est-ce que c'est possible? Alors, je crois... si je ne le pensais pas possible, je n'occuperais pas la fonction que j'occupe. Moi, je pense que nous avons un gros travail à faire de refondation idéologique. Il faut qu'on réinterroge nos fondements idéologiques. Qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce qu'elle a à dire aux Français? Qu'on tire tous les enseignements de nos échecs. Antoine évoquait la position de Valérie Pécresse au moment de la campagne. Mais les temps ont changé et comme cela a été dit par l'un d'entre vous, il faut aussi savoir s'adapter au temps. Nous pensons que proposer la réforme, l'âge de départ à 65 ans était inacceptable par le corps social. On voit bien d'ailleurs que même l'affaiblissement que nous avons proposé et qui a été accepté de 63 plus 64 est jugé insupportable parce que les conditions actuelles sont très mauvaises pour l'adoption d'une telle réforme. En réalité, on a perdu 5 ans et moi ce qui me frappe, c'est que le niveau d'acceptation d'une réforme des retraites s'est affaibli durant ces 2 derniers mois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progressait dans l'amélioration de ce texte, dans l'étude du texte, son acceptation sociale s'est affaiblie. Ça interroge bien la méthode du gouvernement et l'impossibilité dans laquelle le gouvernement s'est trouvé de l'expliquer et d'emporter l'adhésion non seulement des Français, mais des partenaires sociaux. Ce qui est une grande différence avec les réformes passées. Annie Genevard, pourquoi on n'entend pas Laurent Wauquiez? Eh bien, Laurent Wauquiez, d'abord, il faudra le lui demander, d'une part, et d'autre part, vous savez qu'il a opté pour une stratégie de retrait par rapport à la vie politique nationale, finalement, il n'a pas souhaité candidater à la présidence du mouvement. Dès lors qu'il n'était pas président, il laissait au président des groupes parlementaires et au président de notre mouvement le soin de conduire la famille. Donc il ne se présente pas comme un futur président de la République, du coup? Je pense que, évidemment, cette question lui est désormais posée parce que des personnalités qui pèsent dans notre mouvement, on a envie qu'elles s'impliquent. Mais si Laurent Wauquiez veut être président de la République, il ne faut pas non plus, il faut lui laisser aussi l'autonomie de sa stratégie. Vous faites un appel à Laurent Wauquiez, à Annie Genevard? Plus vous sortez tôt du bois et plus vous êtes exposé et usé avant même d'entrer en campagne. Mais ce qui se passe là, ce qui s'est passé là, ce qui risque d'arriver la semaine prochaine avec ces motions de censure, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment qu'il y ait une majorité absolue pour l'adoption d'une motion. Mais enfin, on voit bien que la situation s'est considérablement aggravée et ça pourrait justifier en effet une implication de nos grands dirigeants politiques. On verra. Mais non, je n'appelle pas Laurent Wauquiez à intervenir. Je pense que Laurent Wauquiez est un politique suffisamment fin et bon connaisseur des arcanes de la vie politique et bon connaisseur aussi de ces temps bousculés comme on les vit, pour savoir l'opportunité d'une réaction de sa part. Donc Merci. Merci mille fois Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, on a un petit peu de retard. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Et on a gardé le meilleur pour la fin dans les vraies voix. Des gagnants. Bah oui, des gagnants. Des gagnants. On est heureux d'offrir des jolis cadeaux par les temps qui courent. Oui, il faut que je précise que c'est Free Ligue 1 qui offre. Anna est avec nous. Anna, bonsoir Anna. Bonjour. Comment ça va Anna?
Oh, je suis époustouflée d'avoir gagné. Je gagne jamais rien. Voilà, vous savez donc, je le disais, hein, c'est Free Ligue 1 avec qui Sud Radio là s'est associé pour vous faire plaisir et pour vous emmener à Ajaccio dimanche 13h. AC Ajaccio AS Monaco, match de Ligue 1. La question, Anna, c'est est-ce que qui va y aller? Vous y allez depuis Montpellier ou est-ce que vous envoyez les tickets électroniques? Non, je pense pas y aller. Je pense que ça va être mon fils et sa petite copine qui vont y aller. Il faut juste trouver le billet là. Donc, sitôt raccroché, je me penche sur mon loté. On vous l'envoie, ne vous inquiétez pas. Voilà, Aude au standard. Bravo Anna, en tout cas on est ravis de vous offrir ce joli cadeau. En VIP. En VIP en plus Anna, ça c'est un joli cadeau. Merci beaucoup J'espère Anna. qu'ils sont pour Ajaccio. Ouais, ils sont pour Ajaccio, sinon non, vous pouvez pas partir, vous savez. Non, je plaisante. Anna, on vous fait des gros bisous, merci de nous avoir appelés. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt Anna. Et Florence est avec nous au 0826 300 300. Florence, vous vouliez réagir? Bienvenue. Oui, bonsoir. Une réaction. Bonsoir à tout le monde. Oui, sur notre deuxième débat, hein, c'est ça. Hein. Allez-y. Oui, sur la réforme. Je voulais dire que le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis. Il fait passer la réforme des retraites dans une loi sociale pour la sécurité sociale. On est bien d'accord déjà. Déjà, dès le départ, le jeu est faussé pour réduire le temps des débats. Ensuite, ils donnent des informations qui sont pas bonnes, 1 200 € pour tout le monde. Enfin bref, je vais pas refaire l'histoire. Là, ils passent par le 49.3. C'est une décision vraiment, elle est complètement autoritaire. On joue avec 2 ans de vie des gens comme si c'était une partie de poker. C'est quoi l'histoire? C'est parce que moi je pense que il doit plaire au marché financier, et il doit plaire à l'Europe, mais c'est pas possible. Il ne peut pas s'expliquer sur la réalité de cette retraite et de ce qu'elle coûte vraiment. Il y a rien eu de concret en fait. Florence, rapidement, vous en êtes où? La retraite pour vous c'est quand? La retraite c'est dans exactement 10 mois. D'accord. Vous êtes employé d'aéroport à Toulouse, hein, c'est ça? Oui. Faites le calcul. Hein. Ouais. Oui. Sauf que moi je prends 6 mois personnellement. Et voilà, c'est ça, c'est dans 16 mois maintenant. Je prends 6 mois. Mais même, je ne parle pas pour moi, pas du tout. Ça m'est également. Mais il faut se rendre à l'évidence. C'est quoi l'histoire en fait? Il est où le poteau rose de l'histoire? Quand vous voyez que Bruno Le Maire est en train d'emprunter sur les marchés financiers à 9% au lieu de 3%, c'est-à-dire qu'on a grandi encore ce déficit que nous avons. Quand on voit l'argent qu'il y a pour, excusez-moi, l'Afrique ou n'importe quoi, et on est en train de dire à des gens, parce qu'attention, ce sont les petits métiers qui prennent cher dans les 2 ans là. Ce sont des gens qui ont commencé tôt, qui ont travaillé 2 ans de vie. Mais c'est vrai. Merci beaucoup. Florence, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, vous savez que l'antenne vous est ouverte sur Sud Radio tout le temps, dans toutes les émissions. Merci de votre fidélité. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci François Pupponi, c'était un plaisir. Merci The Famous, the grand Milito de la presse. René Chiche. Voilà. Les vraies voix du sport se préparent. Hein. Et dans un instant, les vraies voix du sport. Et on se retrouve lundi à partir de 17h avec Philippe David. Merci beaucoup. Il revient. Oui, merci Frédéric Brindel. Merci. Je reste avec vous pour les vraies voix du sport. Bruno Irles qui est là, et puis Yann Cuchera aussi. Et merci, vous avez été formidable. Et on sera encore plus dans la franchise. Absolument, on sera dans la franchise, au salon de la franchise, en direct avec René Chiche. Merci Frédéric Brindel, vous avez été formidable et j'espère à très bientôt et on vous souhaite un bon week-end. Salut, à lundi. À tout de suite.